Quand j'étais toute petite, j'avais toujours 18 de moyenne partout et 0 en dictée. C'est quoi une ressource adaptée à un étudiant qui a des troubles 10 ? Est-ce que c'est la même chose pour un dyslexique, un dyspraxique, quelqu'un qui a des troubles du spectre de l'autisme ? Voilà. C'est pas parce qu'un étudiant a un trouble 10 qu'il est moins intelligent ou moins capable. Il a juste une façon de travailler différente. Il faut simplement s'adapter à ça. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Claire Morelli, enseignante de biologie et géologie à Lyon 1. Depuis 10 ans, Claire est coordinatrice pédagogique de la première année de licence de biosciences et géosciences. Claire nous raconte comment et pourquoi elle modifie ses pratiques pédagogiques. Depuis quelques années, mais ça s'est bien accéléré cette année, je m'intéresse à la façon de rendre plus accessibles les enseignements de licence aux étudiants qui présentent des troubles 10, des troubles TND. Et j'y suis venue en particulier parce que ma vie personnelle, mon parcours personnel et familial m'a amenée à rencontrer des personnes. Et moi-même, souffrant de dysorthographie, c'est une question qui m'a toujours intéressée. La licence, c'est un travail assez collégial. Il y a des équipes pédagogiques, on est plusieurs à collaborer et chaque équipe est autonome sur ses contenus. Moi, tout ce que je peux faire, c'est un espèce de pilotage un peu surplombant en donnant des recommandations ou en permettant aux équipes d'échanger. Donc pour l'instant, on est dans une phase où chaque équipe est en train d'aménager au mieux ses contenus. Alors il y a des choses très faciles, on leur demande d'adapter la police de ce qu'ils projettent et des documents pour que ce soit accessible à tous les étudiants. Mais la vraie adaptation, elle est sur l'accueil de ces étudiants, la non-stigmatisation. C'est par exemple l'étudiant qui dort au fond de la salle. Et quand on se retrouve avec un étudiant qui dort au fond de la salle, bien souvent, le premier réflexe, c'est de dire en fait, ça se fait pas, comment c'est possible ? On va le réveiller, le bousculer un peu, réveille-toi, t'es là pour travailler. Alors qu'en réalité, on n'a aucune idée de ce que vit cet étudiant. Peut-être qu'il a une vie extrêmement compliquée chez lui, de grosses responsabilités et qu'il est vraiment en fatigue extrême. Peut-être qu'il est pas en sécurité chez lui ou ailleurs et que finalement la classe, c'est sa safe place et c'est le seul endroit où il est suffisamment bien pour pouvoir finalement se détendre et de fait rattraper son sommeil en retard et s'endormir. Et donc, c'est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'on voit un comportement et notre premier travail d'enseignant, c'est de ne pas juger et d'aller se renseigner. Première difficulté, c'est justement l'identification de ces étudiants. C'est-à-dire que ceux qui savent nous trouver, c'est super, ils viennent nous voir, ils vont voir leurs référents, ils vont voir l'enseignant en disant voilà, j'ai tel problème, là j'ai un problème, je sais pas, de dysgraphie, donc je vais pas pouvoir rendre un travail très propre. Et nous on dit ok, c'est pas grave, on adapte. Ils ont contacté la mission handicap, ils sont suivis. Donc pour cela, c'est pas parfait, mais c'est déjà très bien. Mais on a un certain nombre d'étudiants qui ont des difficultés sans eux-mêmes avoir été en mesure de poser un diagnostic. Donc ceux-là, ils passent au travers des mailles du filet. Et puis, on en a un certain nombre qui ont des difficultés, mais qui n'osent pas demander de l'aide, aller voir leur enseignant référent ou passer par un camarade ou la mission handicap. Et donc ça, c'est la première difficulté, c'est ça. Ensuite, il y a quand même une résistance globale qui est un peu quelque chose de, je ne sais pas si on peut dire politique, mais où on entend quand même des commentaires en mode oui, enfin maintenant, si on écoute, tout le monde est un peu 10, tout le monde a un peu... voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Je ne sais pas si c'est très français ce mot, mais voilà, qui n'est pas audible en tout cas. Les étudiants qui ont des troubles, ils ont un diagnostic et c'est notre travail en fait de les accompagner au mieux. Et la question de est-ce qu'on trouve ça légitime ou pas, c'est pas à nous de répondre à cette question. C'est au corps médical et aux psychologues et voilà, de trancher quoi.
Après, les réticences, c'est le manque de compétences, c'est-à-dire on nous demande d'adapter, enfin on essaye, on a la volonté d'adapter, mais on n'est pas toujours compétent. Et là, justement, on est en train de mettre en place, on a un peu commencé à former les collègues qui le souhaitent sur à quoi correspondent les TND, comment on les identifie, quelles sont les difficultés des étudiants. Et mieux on connaîtra ces étudiants avec un profil atypique, plus on sera en capacité de les aider. Donc ça, c'est le manque de compétences, le manque de formation. Et puis après, la limite qui se pose dans la fonction publique en général, c'est-à-dire on est déjà surchargé de travail et on n'a pas forcément le temps de créer de nouveaux contenus plus adaptés. On n'a pas forcément le temps à la fin des cours, parce qu'on enchaîne avec autre chose, de discuter avec les étudiants. Donc un problème de disponibilité pour faire ce travail, qui est un vrai travail d'adaptation du système, quoi. En rencontrant pas mal d'étudiants qui se retrouvaient à distance du système universitaire. Donc, par exemple, justement, une étudiante qui n'arrivait pas à prendre les transports en commun le matin parce que trop de monde dans les transports en commun, donc elle pouvait venir que l'après-midi. Une autre qui souffrait d'autres pathologies. Je me suis rendu compte que ce qu'on proposait, nous, avec du présentiel, c'était pas forcément adapté. Et donc, l'idée qui était déjà ancienne, que ça serait bien d'avoir des enseignements à distance a émergé. La question s'est posée collectivement de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on met comme ressource ? C'est quoi une ressource adaptée à un étudiant qui travaille tout seul ? C'est quoi une ressource adaptée à un étudiant qui a des troubles 10 ? Est-ce que c'est la même chose pour un dyslexique, un dyspraxique, quelqu'un qui a des troubles du spectre de l'autisme ? Voilà. Et donc, de là est venue la nécessité de se former et de s'informer sur ce qu'il existe et ce qu'on peut faire. Voilà, ça a démarré comme ça. Et l'autre axe par lequel j'ai eu envie de pousser un peu plus la réflexion et la formation sur les TND, c'est aussi que je fais un test de positionnement en début d'année pour mes étudiants. Et puis, la réponse au questionnement des étudiants, c'était la méthodologie universitaire. Donc, on a mis en place au sein de Lyon 1 des modules de méthodologie universitaire qui sont des choses qui viennent du Niciel, c'est pas du tout nous qui les avons créés. Et par hasard, un petit peu, on s'est rendu compte qu'il existait, avec notamment le service ICAP, une version atypie-friendly de ces modules de méthodologie universitaire. Donc là, je me suis dit, en fait, super, on va déployer ça. Donc, on l'a déployé au niveau du portail BG2S. Donc, à la rentrée, pendant la semaine de rentrée, les étudiants doivent se former en méthodologie universitaire avec une version classique ou une version atypie-friendly. Et puis, du coup, ça nous a un peu lancé dans cette dynamique de dire, mais on fait ça pour les modules de méthodologie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus ? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans les cours ? Est-ce qu'on pourrait... Voilà. Et puis, après, une fois qu'on a mis un doigt dedans, c'est lancé, quoi. Un module atypie-friendly, en fait, ça va être les mêmes contenus en termes de connaissances et de compétences développées, mais accessibles sous différents formats. Donc, on a des choses un petit peu plus chapitrées, découpées. On a une infographie différente. Du coup, les étudiants peuvent accéder sous la forme de schémas, de cartes mentales à certains contenus. Voilà, c'est finalement une grande diversité de supports, mais dont l'accès est clarifié et dont on va dire la progression entre les différentes informations se fait de façon adaptée, un peu plus fluide peut-être, pour permettre à chacun de s'y retrouver. Il y a aussi des choses qui vont être présentées justement dans les bonnes polices, écrites plus gros. On peut avoir un outil d'audio-description. On peut avoir des choses qui sont lues plutôt, lues à haute voix, c'est-à-dire un fichier son plutôt que quelque chose à lire. Voilà, c'est ce genre d'adaptation. Les ateliers que j'ai mis en place, c'est très récent, mais on a une personne qui est donc chargée de mission déploiement atypie-friendly à Lyon 1 et qui travaille en association avec la vice-présidente responsable de l'inclusion, Nathalie Guin. Et l'idée, en partenariat avec la mission handicap, c'était de créer des petits temps d'échange avec les collègues intéressés.
nous avons posé notre micro au cœur d'un des ateliers de sensibilisation aux besoins et aux profils particuliers des étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement. Par exemple, sur les évaluations adaptées, alors pas tant aux intérêts spécifiques, mais pour les questions sans ambiguïté ou à double sens, est-ce que ça signifie qu'il faut qu'on adapte également les sujets d'examen? Parce qu'il y a des fois, la façon dont on formule les questions, on attend aussi une réflexion de la part des étudiants, en fait, qu'ils soient capables de mettre différents concepts, enfin des liens entre différents concepts, et d'arriver à formuler leurs pensées pour utiliser ces différents concepts et répondre à la question globale sans les guider complètement. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, ça pourrait vouloir signifier qu'il faudrait qu'on adapte aussi le sujet en mettant peut-être des petites questions intermédiaires, des choses comme ça. Alors là où ça pourrait être encore optimisé, c'est peut-être en les séparant, parce que là, souvent, elles sont dans un même intitulé, parce qu'on ne veut pas faire des sujets à rallonge, c'est toujours pareil. Et c'est vrai que ça perturbe des étudiants. On se rend compte que certains perdent le fil, c'est-à-dire s'il y a 3 petites questions, répondre qu'à la première, par exemple. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être justement soit avec des puces ou même avec des toutes petites cases. Des fois, ça permet de cocher. Juste une question par rapport, est-ce qu'on peut être sûr que l'étudiant a compris ou pas? Tous les étudiants qui souffrent de TSA, de TDAH, ils ont un problème pour venir au contact de l'enseignant? Parce que souvent, d'après mes TD, voilà, je reste à disposition et ceux qui n'ont pas compris viennent me poser la question. Est-ce que dans ce cas-là, les étudiants qui ont un souci, donc je ne suis pas forcément au courant, d'ailleurs je ne suis pas au courant, je n'ai pas à l'être, comment est-ce que je peux aller les pêcher? Il s'avère qu'au fur et à mesure des échanges, ça s'est aussi étoffé de comment adapter les examens, et notamment les sujets d'examen et les contenus d'examen, comment adapter des séances de TP, comment adapter notre façon d'être avec ces étudiants, comment les dépister. Donc au final, on a une infinité d'ateliers qu'on pourra mettre en place. Ça sera le volet de l'année prochaine, j'imagine. La première conclusion des 2 ateliers de cette première série, c'est quand même que globalement, il n'y a pas tant de contenu nouveau à créer. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on adapte tous nos contenus pour tout le monde au plus grand nombre. Et ça, c'est quand même la clé, c'est-à-dire que pour rendre accessibles nos contenus, quand c'est plus clair, quand il y a une version écrite et une version audio, quand les schémas sont décrits, finalement, ça va aider tout le monde. Ceux qui n'en ont pas besoin ne l'utiliseront pas, mais on facilite la réussite du plus grand nombre et c'est certainement là-dessus que moi, je vais orienter mes prochaines interventions, c'est-à-dire... OK pour mettre des corrigés, des choses en ligne pour certains étudiants qui ne pourront pas accéder au contenu directement en présentiel. Mais finalement, la priorité, c'est de rendre tout ce qu'on met déjà de façon classique en ligne et dans nos cours et nos diaporamas et de les rendre tout ça en fait accessible à tout le monde. Depuis, et c'était la semaine dernière, le dernier atelier, j'ai déjà changé mes pratiques. Aujourd'hui, j'avais un TP où j'utilise beaucoup de métaphores pour expliquer certaines choses. Et du coup, je me suis excusée auprès des étudiants qui n'étaient pas très à l'aise avec ces métaphores et ces non-dits et ces images un peu virtuelles. Et du coup, j'ai fait 2 explications. Une explication assez concrète, précise, et une explication avec les métaphores en me disant, mince, parce que si j'explique que avec cet aspect un peu imagé, tous ceux qui sont pas en mesure de comprendre ces images, ils vont être largués, quoi. Donc déjà, en fait, même quand on est formé, ça infuse. Voilà. Finalement, si on part du principe que pour aider le plus grand nombre, il faut diffuser nos contenus, adaptés ou non, mais en tout cas les laisser un peu accessibles aux étudiants, on a le problème des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que nos cours, finalement, se retrouvent à disposition
Et en plus, une des façons d'aider au mieux les étudiants, c'est de livrer des choses qui sont modifiables pour que l'étudiant puisse grossir la police, mettre des couleurs ou au contraire enlever les couleurs selon ce qui lui convient. Et ça veut dire aussi qu'on peut modifier à façon nos contenus sans forcément marquer que c'est modifié, se retrouver avec des choses qui porteront notre nom mais qui seront fausses ou qui ne seront pas dans l'esprit de ce qu'on a mis en ligne. Donc voilà. Donc ça suppose de faire un peu le deuil de cette propriété intellectuelle. Alors après, est-ce que vraiment nos contenus nous appartiennent ? Dans un niveau comme le L1, on enseigne des choses assez génériques. Souvent, les diaporamas sont décidés ensemble en équipe, donc on peut considérer qu'il n'y a pas de réelle propriété intellectuelle et que finalement, tant mieux si c'est diffusé. Après, on a un autre problème, nous, qui est la récupération par des entreprises privées qui récupèrent nos contenus et qui ensuite les commercialisent. Et ça, par contre, ça pose un vrai problème. Donc, il y a une partie des contenus qu'on va donner en accès seulement à des étudiants ciblés, dont on sait qu'ils ont des besoins spécifiques. Mais si on part de l'idée qu'on adapte la majorité des contenus, dans ce cas, il va falloir reposer cette question d'être sûr que tous les collègues sont d'accord pour laisser leur bébé dans la nature. Une autre inquiétude, c'est le nivellement par le bas. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, on dit oui, mais si on adapte les contenus aux étudiants qui ont des difficultés, ceux qui sont très bons vont s'ennuyer ou le niveau va baisser. En fait, ça mériterait que je me penche un peu plus sur les publications à ce sujet. J'imagine qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus et je ne me suis pas encore documentée. Mais j'ai l'intime conviction que ce ne sera pas le cas, puisqu'en fait, ceux qui sont bons, ils auront toujours accès à des contenus qui seront d'autant plus qualitatifs. En réalité, pourquoi ils sont bons ? Ils sont bons parce qu'ils arrivent naturellement à compenser les défaillances ou les biais de ce qu'on leur propose. Donc, si on propose quelque chose qui est plus fiable et plus qualitatif, simplement, ils vont avoir moins de compensations à effectuer, mais ça ne va pas pour autant baisser leur niveau de compétence. Et au contraire, ils auront le temps de se former sur autre chose. Et puis, ça n'empêche qu'on a toujours des contenus accessoires qui sont mis en ligne, qui sont clairement identifiés et qui pourront toujours être utilisés par les étudiants qui sont les plus adaptés, on va dire, à notre système actuel. Donc, je pense que c'est un faux problème, mais je comprends l'angoisse des collègues de dire on peut pas niveler par le bas. Mais en fait, c'est pas niveler par le bas, c'est inclure tout le monde. Et c'est pas parce qu'un étudiant a un trouble 10 qu'il est moins intelligent ou moins capable. Il a juste une façon de travailler différente. Il faut simplement s'adapter à ça. Et ensuite, ça peut être tout à fait valorisable en entreprise. On pense souvent à l'exemple des personnes qui sont très méthodiques, très organisées. C'est toujours agréable de travailler avec un collègue qui est très organisé. Et ça crée des... en fait, c'est à la fois des handicaps dans certaines circonstances, mais c'est aussi des qualités super dans d'autres. Donc, à nous de valoriser ça, en fait. Moi-même, donc, je souffre de dysorthographie, pas forcément diagnostiquée à l'époque. C'est-à-dire que quand j'étais toute petite, j'avais toujours 18 de moyenne partout et 0 en dictée. Et ça choquait personne qu'il y ait quand même cette espèce de verrue sur mon bulletin de notes. Et ça a été une grande souffrance forcément parce que, en voulant faire des études un peu poussées, on fait plein de fautes. Tout le monde me disait « Ah, mais tu ne trouveras jamais de travail, tu fais des CV avec plein de fautes ». Donc, je faisais relire. J'avais un petit bouquin comme un dictionnaire, mais où il n'y a que les mots, un guide d'orthographe, quoi. Il n'y a que les mots écrits sans la définition pour savoir comment écrire les mots. Et puis, heureusement, le traitement de texte est arrivé. Ça a été une révolution. Et maintenant, moi, je dicte les mails de mes étudiants le sauront maintenant. Tous les messages que je leur envoie sont des messages que je dicte à mon ordinateur, qui les écrit, et ensuite je relis, je corrige. Et bien évidemment qu'en travaillant, on compense petit à petit. Voilà. Et c'est vrai que ça me tient à cœur de faire en sorte que des étudiants avec des profils, pas forcément mon profil, mais tous les profils,
puisse surmonter ça sans que ce soit une vraie souffrance et sans que ce soit quelque chose déjà qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprenais pas quand j'étais petite pourquoi, alors qu'on m'avait dit il faut lire beaucoup, je lisais beaucoup et quand même je n'arrivais pas à écrire correctement. Et c'est qu'adulte, plus tard, qu'un jour j'ai compris en lisant des choses que c'était sûrement de la dysorthographie. Et j'en ai parlé avec les personnes qui suivaient mes enfants et qui m'ont dit « Oh là là, oui, alors dis donc, c'est évident, c'est ça ». Et maintenant, je le sais. Et donc, j'en rigole avec mes étudiants. Et quand j'écris au tableau, souvent, je leur dis « Oh là là, attention, je fais des fautes. » Et puis, ça ne m'a pas du tout empêché de faire des études que j'estime relativement brillantes et d'avoir un métier passionnant. Et voilà, donc j'ai aussi envie que les étudiants vivent ça. C'est-à-dire ne se brident pas a priori, parce qu'ils ont tel ou tel trouble, finalement, ça ne doit pas être un obstacle dans leur formation. Le seul obstacle, ça doit être parce qu'ils n'ont pas envie de faire tel ou tel métier, mais pas parce qu'ils ne s'en sentent pas capables pour des raisons qui, finalement, ne leur appartiennent pas, quoi. C'est comme ça, et puis voilà. Je ne sais pas si ça va les aider, j'espère. Les troubles 10 et TND touchent de nombreux étudiants, souvent sans diagnostic ni accompagnement. Claire nous montre, à travers ses pratiques, qu'adapter ses contenus pédagogiques, proposer des formats variés et sensibiliser les enseignants sont des leviers concrets pour améliorer l'accessibilité. Ces démarches bénéficient à tous les étudiants, pas seulement à ceux qui sont en situation de handicap. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans l'épisode suivant, retrouvez Margot, étudiante en Master Information et Médiation scientifique et technique. Margot a mis 6 ans pour obtenir sa licence du fait de sa dyslexie, sa dyscalculie et son TDAH. Elle nous raconte comment elle a trouvé sa voie et transformé ses handicaps en ressources pour son orientation.